Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau partage. Je vais mieux, je parle encore un peu du nez, donc pardon pour voilà, ces conditions qui ne sont pas encore optimum. Mais je me sens beaucoup mieux, donc voilà, c'est déjà un grand pas. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté aussi. Et donc j'avais envie aujourd'hui d'aborder un sujet que je trouve intéressant. J'allais dire important, mais plus qu'important, je crois que c'est un sujet intéressant à évoquer. Un sujet qui a été très discuté pendant des siècles. Peut-être que vous me voyez déjà venir. Mais c'est cette question, cette notion du libre arbitre. Et alors c'est une notion qui a été évoquée par les guides à l'occasion d'une vidéo que je vous proposais sur cette chaîne il y a quelques semaines. Et les guides ont évoqué justement cette notion de libre arbitre. Et c'est une notion ou une question en tout cas, de savoir si nous avons réellement un libre arbitre ou non, que j'ai été amenée à me poser. Je vous en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo, en vous partageant brièvement un petit peu mon expérience personnelle sur cette question-là. Mais du coup, j'avais envie de faire un petit tour d'horizon, un petit peu de cette notion, de ce que ça implique, de ce qui pourrait, enfin en tout cas des arguments qui ont pu être par le passé, dans l'histoire, émis, soulevés, quant au fait justement de dire que non, finalement il n'y aurait pas de libre arbitre, de décision pleinement consciente et libre pour l'humain. Et puis l'inverse, des théories qui au contraire tentent à prouver que l'on aurait un libre arbitre. Alors, c'est une notion complexe, hein, je vous le dis, qui a été très discutée depuis des siècles, qui a souvent divisé d'ailleurs beaucoup, et que je trouve donc particulièrement intéressante, mais vraiment... et je pense qu'on s'est tous un peu posé la question déjà une fois dans notre vie de savoir si vraiment on faisait des choix libres ou si il y avait finalement une certaine forme de prédestination ou quelque chose qui ferait que tout est déjà écrit, que finalement on n'a pas vraiment le choix de ce qui se passe dans nos vies, des épreuves que l'on rencontre, de ce que l'on est amené à traverser. Et alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir aborder toutes ces notions qui touchent au libre arbitre. Je ne vais pas pouvoir évoquer tous les courants de pensée, de sociologie, de théologie, de philosophie, de science même, qui se sont penchés sur cette question du libre arbitre, toutes les notions en lien avec le déterminisme, le fatalisme, la prédestination, toutes ces notions qui forcément nous viennent en tête quand on évoque ce sujet. Je ne vais pas non plus pouvoir parler de tous les grands de ce monde qui s'y sont intéressés, parce qu'ils sont extrêmement nombreux déjà d'une part, et puis voilà, ce serait beaucoup trop long et fastidieux que de développer les pensées de chacun, tout aussi pertinentes qu'elles puissent être, mais voilà, ils ont été nombreux, hein, Saint-Augustin, Aristote, Spinoza, Kant, Nietzsche, Descartes, Laplace, Sartre et j'en passe. Il y en a, voilà, il y a énormément de grands noms qui se sont penchés sur cette question. Et d'ailleurs, cette vidéo n'a absolument pas pour vocation vraiment de vous apporter une réponse, définitive, entre guillemets, une sorte de vérité à cette question, parce que déjà, d'une, je ne suis pas certaine qu'il y en ait une, vraiment, que je ne suis pas en mesure, et que je crois que personne ne l'est aujourd'hui en mesure d'affirmer si réellement
oui ou non le libre arbitre existe. Je crois que c'est plus une question de conviction personnelle, de croyance, de foi, de ce qui fait écho en soi, de ce qui répond ou non à une forme d'intime conviction. Et finalement, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin d'apporter cette réponse, de savoir si oui ou non le libre arbitre existe vraiment. Je crois que ce qui est plus intéressant dans ce processus de réflexion, c'est justement ce cheminement, ce questionnement qui ouvre des réflexions, des interrogations, des champs des possibles, comme aiment bien le dire les guides. Mais je crois qu'il n'y a pas de réponse sans équivoque en tout cas, mais qu'il est riche de s'interroger sur un peu toutes ces questions, tout ce qui touche à la philosophie. Il y a toujours finalement un petit peu des arguments pour, des arguments contre, et c'est ce qui fait la richesse du débat, c'est ce qui fait la richesse du partage. Donc voilà, c'est ce que je vous propose ici aujourd'hui, c'est de nous questionner un petit peu sur cette question du libre arbitre et de faire un petit tour d'horizon absolument non exhaustif. Il y a évidemment plein de notions que je vais très probablement éluder et ne pas évoquer dans cette vidéo, qui peut-être vous viendront à vous en tête naturellement et qui feront défaut à ce que j'aurais pu dire ici. Mais ce sera peut-être d'ailleurs l'occasion de quelques échanges en commentaire. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me faire part de vos retours sur cette question, de votre sentiment. Est-ce que pour vous le libre arbitre existe ou non? Est-ce que vous avez le sentiment d'être doté de libre arbitre et d'avoir un libre arbitre dans cette vie que vous incarnez ici aujourd'hui? Alors pour commencer, je crois qu'il serait déjà intéressant de poser brièvement, de donner brièvement une sorte de définition à ce libre arbitre. Et je crois que, sans trop me tromper, on pourrait dire que le libre arbitre, finalement, c'est la capacité ou l'aptitude de l'être humain à décider par lui-même, à faire donc des choix libres et autonomes, en toute indépendance. C'est vraiment des notions qui sont importantes, c'est-à-dire que sans influence de facteurs extérieurs. Et finalement, quelque part, c'est une question de... il y a une notion de souveraineté intérieure, vraiment, dans la notion de libre arbitre. Cette notion de faire des choix en son âme et conscience. Vous savez, cette expression que l'on a pour habitude de dire sans parfois tellement conscientiser ce que cela signifie vraiment profondément. Eh bien, je crois que vraiment le libre arbitre, c'est ça, c'est la capacité à faire des choix, à exprimer des opinions, à mettre en œuvre des actions en son âme et conscience. Et finalement, c'est un concept, pour moi en tout cas, c'est vraiment mon point de vue que je vais exprimer dans cette vidéo, ou les choses que ça m'évoque. Mais c'est pour moi un concept en tout cas qui fait appel vraiment à la notion de volonté, de liberté aussi, et peut-être surtout et avant tout à une notion de responsabilité. Et je l'évoquerai plus tard, mais cette notion de responsabilité, c'est une notion sur laquelle les guides mettent beaucoup l'accent. Ils le partagent d'ailleurs à plusieurs reprises dans le livre que j'ai écrit, Les 18 voies de l'éveil. Et c'est une notion que je crois être très importante, et même dans cette période de bascule vers un autre paradigme, vers une nouvelle réalité, cette notion de responsabilité est essentielle. Parce qu'il y a cette notion vraiment que l'homme, en usant de son libre arbitre, est responsable finalement de ses pensées comme de ses faits et gestes. C'est-à-dire que par cette liberté de choix, l'homme a la possibilité vraiment de modeler sa vie à son image, selon ses aspirations propres et selon sa volonté propre. Et ensuite, donc une fois qu'on a posé un petit peu les contours de cette définition de ce qu'est le libre arbitre, la question qui suit est de savoir finalement si cette volonté propre, elle est mue par un acte spontané,
donc qui répond à un élan presque intuitif, instinctif, quelque chose de quasiment inconscient, ou en tout cas sans réellement avoir conscience des tenants et des aboutissants de ses actes, ou si au contraire, elle est déclenchée par une intention consciente. Hein, on parlait tout à l'heure de cette notion d'âme et conscience, donc finalement d'une intention consciente, c'est-à-dire d'agir en fonction d'une cause et en connaissant parfaitement donc cette cause, et dans ce cas-là, ça évoque une question d'intentionnalité qui s'ajoute à la notion de volonté. Et donc finalement, je vous le disais, ça parle vraiment d'une notion de responsabilité morale de chaque individu, et de cette question qui est: est-ce que finalement j'agis de manière spontanée ou sous la contrainte? Auquel cas, si je suis sous la contrainte, est-ce que je peux réellement être tenue pour responsable de mes faits et gestes? Ou est-ce que j'agis en conscience, ou à l'inverse, sans réellement savoir ce que je fais et sans en avoir une intention réelle? Et dans ce cas aussi, voilà, est-ce que réellement on peut parler de libre arbitre si mes actes ne sont pas intentionnels ou ne sont pas pleinement conscients? Et toutes ces nuances viennent finalement poser de fait la question de savoir si le libre arbitre existe, ou s'il a des champs d'expression déterminés, au-delà desquels on ne parle plus de libre arbitre. Voilà, c'est en tout cas une question importante, et notamment dans les cas où l'agissement de l'individu n'est pas volontaire ou n'est pas pleinement conscient ou intentionnel. Est-ce que on parle toujours de libre arbitre à ce moment-là? Parce que si je suis contraint de faire des choses, et qu'on ne peut donc pas, dans une certaine mesure, me tenir pour responsable de mes actes, alors est-ce qu'on peut réellement parler de libre arbitre? Ou de la même manière, si je suis dans l'ignorance des conséquences ou de l'impact éventuel que ce que je suis en train de faire peut impliquer, alors est-ce que je suis encore également dans mon libre arbitre? Donc ça, ce sont des questions qui ont été bien sûr interrogées tout au long des siècles, au cours de l'histoire. Et finalement, la question principale, en effet, c'est est-ce que l'acte libre est intimement lié à la notion de responsabilité ou de contrainte, ou est-ce qu'il faut partir du principe qu'à partir du moment où un choix est posé, quel qu'il soit, et peu importe à quel élan premier finalement il répond, alors est-ce que tout simplement, dans ce cas-là, c'est du libre arbitre? Voilà. Et en tout cas, il semble du coup que vraiment notre capacité, en tout cas de raisonnement, de réflexion, la raison, notre raison, notre finalement capacité intellectuelle et mentale, d'intellectualiser, de questionner les choses justement, il semble que finalement cette notion-là, ce soit cette notion-là qui définirait vraiment le libre arbitre, par opposition du coup aux choses qui sont mues par alors soit par des propriétés physiques, toutes bêtes, un caillou par exemple, qui roule quand il se trouve sur une pente, finalement il roule sur cette pente uniquement du fait de la gravité et pas parce qu'il l'a décidé, pas parce qu'il fait usage de son libre arbitre, et pas parce qu'il l'a consciemment ou intentionnellement décidé. Ou à l'inverse, par exemple, des animaux qui, eux, répondent à une forme d'instinct qui ne leur laisse finalement quasiment pas d'autre choix que de faire ce pour quoi ils sont destinés,
Hein, le loup, par exemple, on aurait tendance à dire que le loup ne peut pas faire autrement, ne peut pas s'empêcher que de manger la brebis, puisque c'est ce pourquoi il est fait, c'est son instinct naturel. Et que finalement, du coup, seul l'homme, l'humain, qui est doté de cette capacité de raisonnement, de cette capacité justement intellectuelle, et qui agit donc d'après un jugement, un raisonnement libre, une capacité de raisonnement, a la possibilité de choisir entre plusieurs possibilités, entre plusieurs possibles, et ce faisant, fait appel donc à son intelligence et serait donc de fait doté de libre arbitre. Donc voilà pour poser un petit peu le contexte de ce libre arbitre. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte pour savoir si réellement nous sommes dotés de libre arbitre, si nous sommes vraiment libres de nos pensées, de nos actes. Je ne vais pas pouvoir, je vous le disais, tous les détailler ici, mais il y a des notions importantes quand même qu'il y a à mettre dans la balance, si je puis dire, pour arriver justement à définir si cette notion de libre arbitre existe réellement ou si elle existe tout le temps ou pas pour l'homme. Il y a notamment cette notion d'instinct grégaire, un peu comme l'animal finalement, où il y a cette notion que lorsque il y a un effet de groupe, si une personne réalise une action, alors les autres se sentent finalement poussés par une sorte d'instinct collectif à suivre cet élan premier porté par l'une des personnes ou par cet effet de groupe, au détriment parfois de notre capacité propre de raisonnement, de réflexion, et donc qui nous couperait d'une certaine manière de notre libre arbitre. Même si... Alors, oui, je vais l'évoquer après, mais et de la même manière, il y a toutes ces notions de conventions sociales, culturelles, de conditionnements divers et variés qui nous amènent à penser aussi d'une manière finalement qui est communément admise et acceptée par le plus grand nombre, et qui nous pousse à agir de certaines manières. Il y a des règles sociales, par exemple, qui sont définies, qui déterminent le fait qu'on ne doit pas voler, on ne doit pas tuer, on ne doit pas empiéter sur la liberté de l'autre, que l'on doit se respecter mutuellement, etc. Et toutes ces questions, finalement, interrogent sur notre réelle liberté de penser et d'agir, selon notre libre arbitre. Même si, et Philippe Guillemont d'ailleurs étaye beaucoup cet argument-là, disent que malgré tout, finalement, malgré ce contexte, malgré peut-être des instincts grégaires, malgré des conventions sociales, culturelles et autres conditionnements, nous avons toujours quand même, malgré tout, notre capacité de jugement et le choix de faire autrement, de décider autrement, d'aller contre ou à l'inverse de ces mouvements de groupe, de ces conditionnements, de ces idées préconçues. On ne dit pas que c'est facile, mais qu'en tout cas, on en a le pouvoir, on en a la capacité, on en a cette souveraineté, intérieure de pouvoir décider de faire autrement. Et donc, finalement, le libre arbitre serait, de ce point de vue-là, compatible avec la notion de conditionnement, avec la notion de groupe, de convention et autres. Que finalement, c'est une question vraiment de choix personnel et intérieur. Mais que la liberté de choix, on l'a toujours. Que ce soit facile ou non, ça c'est vraiment un autre débat et un autre sujet, que ça vienne vraiment poser des grosses questions de sécurité, des questions émotionnelles aussi très fortes, de désespoir, mais voilà, il y a cette idée quand même que malgré tout, on aurait quand même le pouvoir de faire autrement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme idée ? Oui, cette idée aussi de l'opinion,
cette idée selon laquelle voilà, le bon, le mauvais, le bien, le mal, le beau, le laid ne relèverait pas finalement d'une notion rationnelle, mais plutôt d'une opinion qui diffère selon chaque individu, hein, et d'un individu à l'autre, que chacun peut poser son curseur finalement par rapport à ces notions-là. Et ça pose également du coup la question du libre arbitre, parce que si ces notions ne sont pas comprises par la raison, mais relèvent plutôt de l'opinion de chacun, alors est-ce que on peut toujours parler de libre arbitre ? Voilà, alors après il y a aussi bien évidemment toutes les notions de prédestination, de déterminisme qui viennent discuter, remettre en question aussi la question de l'éventualité d'un libre arbitre, finalement si les choses sont déjà écrites ou si elles sont déterminées par des éléments antérieurs, alors est-ce que on peut parler de libre arbitre, parce que finalement si des éléments antérieurs ont été posés et entraînent ce que nous sommes amenés à vivre, nous amènent à vivre ce que nous sommes amenés à vivre, alors est-ce que ça répond vraiment d'un élan intérieur et justement d'un libre choix ? Eh bien, pas nécessairement. S'il y a aussi ces questions de prédestination, que cette idée que nous sommes voilà, prédestinés à faire ou à réaliser certaines choses, alors est-ce qu'on peut encore parler de libre arbitre ? Vous voyez que c'est une notion quand même extrêmement complexe, sur laquelle il y a plein de nuances qui viennent vraiment interroger cette question, et qui viennent voilà, mettre dans la balance des éléments pour, des éléments contre, même si parfois les contres n'empêchent pas que voilà, on puisse tout de même imaginer qu'un libre arbitre est possible. Alors après il y a voilà, d'autres champs, parce que là on a finalement plutôt évoqué des notions un peu sociologiques, sociales, des notions aussi psychologiques finalement, de choix intérieurs, de raisonnement, etc. Mais c'est intéressant aussi de regarder cette question-là, notamment sous le prisme de la religion. Alors, je vais principalement évoquer la religion judéo-chrétienne ici, et je dois vraiment avouer que je n'ai pas suffisamment de connaissances pour m'aventurer sur d'autres chemins, sur d'autres courants de pensée ou de religion, et il est probable que voilà, d'autres définitions ou d'autres notions encore sont évoquées sur la question du libre arbitre, hein, qui est vraiment une question universelle, qui est une question qui touche à l'essence même, à l'essence propre de l'être humain, de qui nous sommes. Mais j'ai trouvé intéressant quand même cette lecture que nous donne la religion de cette notion de libre arbitre, parce que finalement, à l'origine même du concept du libre arbitre, il y a cette notion que Dieu ne serait pas responsable du mal sur terre, du mal entre guillemets, hein, voilà, justement parce que les hommes sont dotés du libre arbitre. Et que c'est avec ce libre arbitre en fait qu'ils ont la capacité de mal agir, et qu'ils deviennent responsables d'une certaine manière du péché. Et ce, dès le premier homme, hein, finalement, puisqu'Adam a commis le péché originel dans le jardin d'Éden en mangeant le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, que Dieu lui avait interdit de manger. Et Adam, par ce geste, devient finalement, en tout cas est à l'origine d'une certaine manière du mal par sa désobéissance. Autrement dit, ce que cette notion nous évoque, c'est que le libre arbitre, ici, est une notion qui permet vraiment à Dieu de perdurer dans comme non coupable de la souffrance, du mal moral comme physique, et des mauvaises actions qui sont menées par les hommes, qui sont les enfants de Dieu. Et on entend d'ailleurs souvent vraiment des personnes justement remettre en question l'existence d'un Dieu, l'existence potentielle d'un Dieu,
par le fait justement qu'ils assistent sur cette terre à de nombreuses souffrances, à beaucoup de violences, de guerres, de maladies et autres fléaux auxquels nous sommes tous confrontés dans nos vies terrestres, et en disant que finalement c'est presque inconcevable qu'un Dieu que l'on dit être amour et compassion puisse finalement permettre que de telles choses arrivent. Et bien finalement, le libre arbitre dont Dieu a doté les êtres humains sur cette terre vient finalement expliquer cette notion. Une notion qui a été légèrement remise en question par saint Augustin d'ailleurs, qui a apporté une petite nuance en reconnaissant l'existence du libre arbitre et en reconnaissant aussi qu'il faut condamner bien sûr ceux qui en font un mauvais usage, mais en reconnaissant aussi qu'en dotant l'homme du libre arbitre, finalement Dieu devient d'une certaine manière lui aussi l'acteur de ces mauvaises actions qui sont menées par l'homme, puisqu'il en est à l'origine d'une certaine manière, puisqu'il leur a donné cette capacité de liberté, de réflexion, de choix, d'action, etc. Donc là, voilà, on a une notion intéressante qui est de la reconnaissance d'un libre arbitre, mais cette idée que finalement son auteur serait tout aussi responsable que celui qui agit. Et pour autant, voilà, il y a aussi cette notion que ce n'est pas parce que nous sommes dotés de deux mains qui peuvent réaliser de mauvaises choses, qui peuvent blesser quelqu'un, étrangler quelqu'un, tuer quelqu'un, que nous sommes obligés de le faire. Ça n'est pas parce que nous sommes dotés d'un verbe, de mots, d'un langage qui peut faire du mal à l'autre, que nous sommes obligés de blesser l'autre par nos mots, par nos paroles. Donc encore une fois, ça ramène vraiment à cette notion de responsabilité propre à chacun, et cette idée que oui, c'est un outil que nous avons, mais en effet, nous avons la liberté d'en faire un usage plus ou moins glorieux. Et ça revient finalement à la liberté de chacun, à la responsabilité de chacun et à la volonté de chacun. Donc finalement, on revient à ces notions propres au libre arbitre, et ça fait partie en tout cas intrinsèque vraiment de cette notion de liberté d'action, de liberté de réflexion, de pensée, d'opinion et donc de libre arbitre. Alors je vais évoquer aussi brièvement ce que les sciences en disent, ou en tout cas voilà, certaines expériences qui tendraient à prouver que nous n'aurions peut-être pas finalement vraiment de libre arbitre, en vous parlant ici notamment d'une expérience qui a été menée, elle a été répétée à plusieurs reprises. Alors je crois que c'était Lillet, il me semble, mais je suis pas certaine du nom, donc je voudrais pas m'aventurer. Mais en tout cas, il y a des expériences qui ont été menées notamment en neurosciences, qui donc tendraient à prouver que l'activité en fait électrique dans le cerveau, donc ça a été fait avec des électrodes sur le cerveau qui étudient voilà, justement l'activité électrique à l'intérieur du cerveau. Sur un individu à qui on a demandé donc de réaliser une action qui est par exemple de bouger le bras, ou une action assez simple, et qui avait une horloge donc face à lui, et à qui on a demandé de dire au moment où il fait le choix de bouger et de réaliser ce mouvement, d'indiquer à quelle est l'heure indiquée sur l'horloge. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'expérience, alors ils l'ont réalisé aussi, ça a été réalisé après aussi avec des outils un petit peu plus pointus tels que l'IRM, hein, même si on pourrait, j'imagine encore aujourd'hui, aller encore plus loin avec les outils que l'on a, et il est probable que la science de demain, avec toutes ces notions quantiques, permettra certainement d'aller encore plus loin. Mais
Ce qui est intéressant, donc, c'est que ces expériences révélaient vraiment le fait que l'activité électrique dans le cerveau qui prépare le mouvement, en fait, commencerait avant même que l'on prenne consciemment la décision de bouger. Ce qui veut dire qu'en fait, notre cerveau initierait donc des actions plusieurs millisecondes, voire plusieurs secondes, donc bien avant en fait que nous décidions consciemment de le faire. Ce qui remet bien évidemment en question la notion de libre arbitre et qui indiquerait que le libre arbitre finalement ne serait qu'une forme d'illusion parce que finalement alors ça va même plus loin parce qu'en fait ça tendrait aussi à évoquer le fait que finalement dans tout le processus de décision il y a une part inconsciente. Et alors en l'occurrence c'est une notion qu'on sait déjà parce que donc c'est là où c'est pas du coup un argument forcément 100% indiscutable pour valider le fait que nous n'avons pas de libre arbitre parce que finalement il y a une part inconsciente qui initie le mouvement avant même que consciemment on ait l'intention nous-mêmes de le mettre en œuvre. Mais en fait, c'est un processus, ce processus de décision qui répond à une part inconsciente, c'est quelque chose que l'on expérimente tous les jours, parce que finalement, il y a tout un tas de mouvements que l'on fait au quotidien. Pardon. Comme le simple fait, par exemple, de cligner des yeux ou de respirer, et qui ne sont pas consciemment décidés. Ce sont des gestes, des mouvements en tout cas de notre corps que sur lesquels pardon, je vais reboire un petit peu d'eau. Oui, sur lesquels on n'a plus besoin de poser de conscience, et heureusement, parce que ce serait fou quoi, d'avoir à poser de la conscience sur chacun des gestes que l'on est amené à faire. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de processus physiologiques qui fonctionnent tout seuls et de manière complètement inconsciente, et sur lesquels qu'on n'a pas besoin d'initier de façon consciente. Donc, bon... c'est une expérience intéressante parce que ça met en lumière vraiment cette part finalement inconsciente dans un grand nombre de choses. C'est cette idée que nous sommes mus par des dynamiques qui nous échappent quelque part. Et il est certain finalement que quelle que soit notre croyance dans le fait que le libre arbitre existe ou non, de toute façon un grand nombre de choses nous échappent en fait dans cette vie. Toutes mes excuses, ça doit peut-être pas être très agréable à l'oreille, je suis désolée. Mais un grand nombre de choses nous échappent dans cette vie terrestre et incarnée. Et nous sommes régis par des forces. Ça, c'est, je crois, une évidence qui nous échappe, qui nous dépasse, de toute façon. Donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel je crois que l'on peut convenir. C'est que l'on ne comprend pas tout de cette vie. Et que... ça fait partie intégrante finalement de l'expérience de l'incarnation, de l'expérience humaine. Pardon, je prends quelques secondes pour que ça redescende. Ces microbes hivernaux, c'est dur de s'en défaire. C'est long surtout. Et enfin, donc là on a abordé déjà quand même pas mal de sujets, pas mal de notions, mais bien sûr je voulais aussi revenir à une notion un petit peu plus, à un point de vue en tout cas un petit peu plus spirituel, parce que bien évidemment quand on
avance en tout cas sur ce chemin de la spiritualité, vers cette ouverture de conscience. Je crois que c'est une question que l'on est un peu tous amenés à un moment donné à se poser. Je vous avoue en tout cas moi me l'être vraiment posé, m'être beaucoup posé cette question ces dernières années, notamment à un moment de ma vie où j'ai vraiment eu le sentiment de ne pas avoir tellement le choix. Et c'est notamment quand justement mes capacités subtiles, mes capacités de canal en tout cas vraiment se sont exprimées et ont pris un peu plus de place dans ma vie. Alors que ça faisait de nombreuses années que j'avais en effet des ressentis, que je percevais des présences. Qu'il se passait des événements assez étranges dans ma vie, que le rationnel ne pouvait pas spécialement expliquer. Mais j'ai beaucoup et j'ai longtemps refusé cette part-là de moi. J'ai longtemps eu peur de ce que l'on pouvait en penser et de comment je pouvais intégrer ça dans ma vie de tous les jours, comment je pouvais assumer ça même dans ma vie. Et donc j'ai mis ça sous cloche vraiment pendant assez longtemps. Et il y a un moment donné où ça a commencé à prendre beaucoup plus de place parce que j'avais ces messages que je recevais. Et assez vite, les guides que j'ai canalisés et donc les messages que je recevais m'ont fait part du fait qu'il était temps, en fait, que vraiment j'assume cette part-là de moi, que ça répondait finalement à un choix de mon âme, à une sorte de mission de vie, et que il m'avait laissé suffisamment de temps pour expérimenter ces choses-là, pour me faire à l'idée, mais que là, il y avait plus de temps, en fait, que c'était assez urgent, qu'ils avaient besoin de relais terrestres pour aider, justement, dans cette idée que un changement de paradigme était en train de se mettre en place, et qu'il était urgent, justement, d'être un relais terrestre. En fait, voilà, ce qu'ils me disaient, c'est qu'ils avaient besoin vraiment d'avoir des relais terrestres justement pour diffuser cette parole qui est la leur, faire passer des messages et aider le plus grand nombre à s'ouvrir et à cheminer sur une certaine forme de voie d'éveil. Et à ce moment-là de ma vie, j'avais énormément de peur. J'en ai parlé au début de cette chaîne, mais c'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur. Je voyais pas bien comment je pouvais assumer ça de façon un peu plus publique, entre guillemets. Et j'ai eu l'impression d'être prise un petit peu en otage, entre guillemets. Je le dis avec un peu d'humour maintenant parce que j'ai fait le grand saut. J'ai pas encore résolu toutes mes peurs, j'ai pas encore guéri tout ce qu'il y a à guérir et à travailler. C'est un chemin qui est assez long, mais j'ai fait un grand nombre de pas en avant sur cette question-là. J'ai commencé à déverrouiller un certain nombre d'autorisations intérieures pour me permettre d'être aujourd'hui notamment face à vous sur ces questions-là. Mais à un moment donné, ils m'ont mis une sorte d'ultimatum. Le monde subtil m'a mis une sorte d'ultimatum. C'est-à-dire que tout s'est arrêté dans ma vie professionnelle. Je vous le dis, j'ai un métier par ailleurs. Je suis artisane et alors que j'avais une activité plutôt assez florissante, qui progressait d'année en année et dans laquelle je m'épanouissais en tout cas énormément, qui pour moi en plus était socialement plutôt très épanouissant, je suis quelqu'un de très créatif, donc ça m'épanouissait vraiment et ça m'épanouit toujours, mais sur plein de plans. Et j'étais bien dans cette vie-là.
J'étais très bien dans cette vie-là, très bien avec ma spiritualité telle que je la vivais dans mon intimité. Et j'avais trouvé vraiment une sorte d'équilibre qui me convenait tout à fait. Et le fait qu'à un moment donné, ça se stoppe vraiment dans ma vie, il y a eu une sorte un peu de jeu de pouvoir, entre guillemets, hein, parce que vraiment j'ai senti... alors je vais vous la faire très très courte, parce que bien sûr il y aurait plus de choses à raconter, mais... c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où si je n'œuvrais pas suffisamment, notamment avec l'écriture du livre, ça a été... ça a été assez exceptionnel. C'est-à-dire que quand je consacrais pas suffisamment de temps à l'écriture du livre, eh bien tout s'arrêtait dans mon activité professionnelle. C'est-à-dire que parce que du jour au lendemain, du coup, je n'ai plus reçu aucune commande, alors que tout se passait bien, ça a été vraiment brutal. Au moment de l'écriture du livre, c'était très net, en fait, quand je ne consacrais pas assez de temps à l'écriture, eh bien les commandes s'arrêtaient. Et dès que je réécrivais, que je retravaillais, donc que j'échangeais avec les guides, je canalisais les messages qu'ils m'envoyaient, etc. Mais parfois, dans l'heure qui suivait, j'avais des commandes qui tombaient. C'était assez... Alors, je m'en suis rendu compte assez vite, et c'est devenu presque une forme de jeu, mais un peu amer pour moi quand même au début, hein, vraiment avec eux, parce qu'il y a un moment donné où quand j'ai vraiment pris conscience de ça, de ces synchronicités-là, et que j'ai compris qu'en fait, quelque part, j'étais un peu... j'avais pas tellement le choix, quoi. C'est-à-dire que c'était soit j'embarquais, soit je suivais ce mouvement et je répondais à ce que me disait être ma mission de vie, un choix que j'avais fait au moment de mon incarnation. Et alors, tout allait bien. Soit je résistais et je m'opposais à ce qu'on attendait de moi, quelque part, enfin cette notion que j'avais que c'était quelque chose que l'on attendait de moi, et bien alors tout s'arrêtait pour moi dans ma vie. Et c'est amusant parce que du coup, j'ai cultivé un peu le sujet, je me suis intéressée du coup à la question, j'ai commencé à lire un certain nombre de livres, à écouter un certain nombre d'interviews, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a énormément de médiums, énormément de channels, de personnes, d'énergéticiens, etc., de personnes en tout cas qui évoluent dans ce domaine de spirituel, qui sont en lien avec des choses très subtiles et qui évoquent le même type de changement brutal en fait dans leur vie. Et j'ai compris donc très vite que d'une certaine manière, je n'avais pas tellement le choix. Que c'était soit j'y allais, soit j'acceptais cette part-là, et je m'y investissais, soit eh bien, tout ce à quoi je tenais risquait de basculer dans ma vie. Tout ce que j'avais construit durement. Je ne cherche pas à faire pleurer dans les chaumières, hein. Je suis désolée, mais c'est vrai que ça m'a vraiment et intimement posé la question du libre arbitre. J'ai même eu une période où j'étais assez en colère, où je leur ai dit mais c'est dégueulasse, quoi. Quelque part, il y a quelque chose de profondément injuste voilà, où j'avais l'impression que justement on me laissait plus le choix, que j'avais plus le choix de décider si oui ou non j'avais envie d'y aller, si oui ou non c'était le bon moment pour moi, si oui ou non c'était quelque chose que j'avais envie réellement de faire. Donc voilà, donc ça c'est pour vous partager au travers un petit peu de mon histoire. Hein. L'idée, c'est vraiment pas de vous parler de moi, parce que ça n'a pas tellement d'intérêt, mais c'est une manière, en tout cas, que j'ai d'essayer de vous illustrer un petit peu cette notion, parce que je pense qu'on est nombreux par moment à avoir l'impression dans nos vies qu'on perd un peu le prise, on perd les rênes, et que finalement il y a des choses qui nous dépassent, qu'on est amené à vivre des expériences qui sont particulièrement douloureuses parfois, particulièrement challengeantes, particulièrement difficiles, et qu'on n'a pas vraiment le choix que de les traverser et de les vivre, et que ça peut réveiller, oui, une part un peu d'injustice, des notions un peu de colère, l'impression de se sentir même parfois un peu trahi par ces mondes subtils qui nous accompagnent et qui ne nous veulent que du bien. Donc j'ai cherché à comprendre et j'ai échangé un peu avec mes guides. Et c'est intéressant parce que
je leur ai dit, mais finalement, est-ce que ça existe vraiment, le libre arbitre? Parce que là, j'ai l'impression de ne pas avoir le choix. J'ai l'impression que l'on me dépossède justement de cette capacité propre de choisir. Alors aujourd'hui, je sais que c'était juste et que c'est pour du bien et du bon dans ma vie. Je ne suis pas encore 100% en accord avec ça. Il y a des parts de moi encore qui parfois se rebellent un peu. Parfois, j'ai l'impression que ma vie d'avant était plus facile, était plus simple et plus heureuse, parce que c'est confrontant, parce que ça nous oblige à aller voir des parts de soi. Et moi, le travail que j'ai réalisé avec mes guides depuis que je suis channel est immense. Et alors que ça faisait plus de 20 ans que je travaillais sur moi, et pourtant j'ai fait des pas de géant, j'ai conscientisé des choses énormes, j'ai guéri des blessures très profondes. Et finalement, ce qui était intéressant, c'est qu'ils m'ont dit que d'une certaine manière, le fait de faire les choix, c'est-à-dire qu'il y a des choix que l'on n'a pas l'impression de faire dans cette vie-ci, mais que l'on a posés au moment de notre incarnation. Que finalement, notre libre arbitre, c'est à ce moment-là aussi qu'on l'a exercé. Alors ce libre arbitre, on l'a toujours de toute façon, parce qu'on a le choix de ne pas répondre à l'appel, de ne pas d'aller contre, même si ce choix implique, et parfois on en est conscient et on le sait, des conséquences dans nos vies qui ne sont pas celles que l'on souhaiterait. Comme le fait par exemple de vous expliquer que tout s'arrêtait pour moi au niveau professionnel. J'avais le choix, j'aurais eu le choix de dire non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai trop peur et je ne le souhaite pas. Et il est probable que ce rapport de force, entre guillemets, non, parce que je vous en passe et des meilleurs, mais j'ai des ordinateurs qui ont complètement rendu l'âme du jour au lendemain et qui m'empêchaient de travailler sans raison technique apparente. Il y a eu beaucoup de manifestations en fait pour m'amener à dire hey, stop, regarde là où il faut regarder, entends qu'il y a autre chose qui t'attend, il y a autre chose qui est bon pour toi, que tu as autre chose à faire et à réaliser dans cette vie-ci, et réponds à l'appel parce qu'il est temps, parce qu'il n'y a plus le choix, parce qu'il faut permettre, participer en tout cas à ce changement de paradigme, à cette montée en énergie, à cette bascule qui est à l'œuvre et que l'on a besoin de relais terrestres pour aider à cette mise en mouvement. Mais donc, cette notion de libre arbitre, finalement, alors on l'a, bien sûr, on peut l'exercer, faire le choix d'aller contre les conditionnements, d'aller contre tout ce qui est socialement reconnu, entendu, On a le choix de résister contre vents et marées, avec des conséquences qui ne sont pas nécessairement celles que l'on souhaiterait ou que l'on attendrait. Voilà, ça c'est le revers de la médaille quelque part, mais néanmoins on a le choix. Et puis surtout, on a usé donc de ce libre arbitre au moment de notre incarnation, lorsque l'on a fait ce fameux plan d'incarnation quelque part, cette notion que quelque part on a un peu écrit les grandes lignes, alors qu'on a le choix après de la manière dont on chemine pour accéder à ces différentes épreuves que l'on a positionnées sur notre chemin de vie et d'incarnation. Et les guides nous disent d'ailleurs souvent que on a tendance à ne pas prendre les chemins les plus aisés, que l'on se rajoute bon nombre d'épreuves en route du fait de nos peurs, du fait de notre mental, du fait justement d'une certaine forme de résistance intérieure, d'opposition, là où on pourrait directement aller droit au but et vivre ce qu'il y a à vivre, en tirer les expériences
et progresser sur notre chemin, que l'on a tendance, bien souvent, à se rajouter beaucoup de souffrances, beaucoup de contraintes, beaucoup de difficultés en chemin. Mais c'est inhérent aussi à notre condition d'humain, doté justement d'un raisonnement d'émotions très profondes, d'histoires karmiques transgénérationnelles et d'histoires propres liées à cette incarnation, et que tout ceci fait un mélange, un substrat très riche et très complexe, avec lequel il nous faut nous dépatouiller dans cette vie-ci, quoi, avec lesquels il nous faut arriver à démêler. C'est comme une grosse pelote de laine pleine de nœuds, quoi, vraiment. Et il faut arriver à tirer des fils, démêler les choses, dénouer un certain nombre de blocages, de choses qui s'entremêlent pour pouvoir avancer en âme et conscience, avec notre âme et conscience. Mais donc voilà, il y avait cette notion-là. Et puis pour finir, il y a cette notion que les guides donc justement ont évoquée dans la vidéo où ils évoquaient le libre arbitre, et qui est que ce libre arbitre finalement c'est aussi notre capacité de poser un regard différent sur les événements de notre vie. C'est finalement notre capacité de choisir la manière dont on veut les aborder, la manière dont on veut les appréhender et dont on veut les vivre en fait. C'est que dans toute chose, on a le choix de choisir de le vivre de manière positive ou non. Alors c'est bien sûr beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais néanmoins, ça reste de l'ordre de notre pouvoir intérieur, de notre souveraineté intérieure et donc de notre libre arbitre. C'est-à-dire que nous avons, et notre libre arbitre réside dans notre capacité à choisir d'entrevoir les différents événements de notre vie, ou les différentes épreuves, ou les différentes choses qui nous arrivent, de manière positive ou non, de manière agréable ou non, et on a finalement le choix vraiment d'aborder les choses, de regarder le monde et de réagir face aux événements de notre vie tel qu'on le choisit, quoi. Et que même dans les moments finalement de difficulté, de grande souffrance, qu'elles nous soient propres ou qu'elles soient ou qu'on puisse les observer dans le monde qui nous entoure, on a le choix de trouver à l'intérieur de nous des espaces de joie et de paix intérieure. En soi, on a aussi cette liberté-là que d'expérimenter les choses différemment. De sortir des conventions, de sortir des qu'en dira-t-on, de sortir de ce qui est pris pour acquis, mais qui finalement répond à des dogmes, à des courants de pensée, à des choses qui nous sont extérieures, et que finalement rien ne nous empêche que de poser un regard différent, si ce n'est nous-mêmes. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui quant à cette notion de libre arbitre. J'espère que ça aura enrichi peut-être votre propre regard sur cette notion-là, sur cette question-là, que ça vous aura permis peut-être de questionner aussi certains événements de votre vie, certaines choses, de vous faire en tout cas votre propre opinion pour le coup sur la chose. Mais je crois que d'une certaine manière, finalement, la question du libre arbitre se pose, bien sûr, mais quand bien même nous serions finalement tous dans une illusion de libre arbitre, et bien finalement, tant qu'on en a l'illusion, ça fait pas vraiment de grande différence de savoir si cela existe ou non. L'idée, c'est simplement de s'autoriser à se dire que l'on a cette forme de liberté-là en nous, que l'on a cette forme, en tout cas cet espace de liberté-là en nous, cette volonté, cette liberté en nous de choisir
et cette responsabilité surtout de choisir, de décider, de poser un regard différent sur les choses, d'avoir une capacité d'action, de mise en œuvre de ces élans propres, de ces élans du cœur qui sont les nôtres. Et que ça, c'est notre richesse intérieure, c'est notre joyau, notre petit diamant, et qu'il est important de le préserver, de préserver vraiment cette souveraineté intérieure qui est la nôtre, parce que c'est notre plus grande ressource dans ce monde, et il est essentiel que nous puissions nous autoriser d'en faire usage, déjà, premièrement, en prenant la responsabilité de nos actes, bien sûr, mais quelque part, c'est assez beau, de se dire que, oui, nous avons le choix, nous avons la liberté d'œuvrer, d'agir et de penser dans cette vie selon nos propres règles, nos propres aspirations. Et voilà. Alors pardon pour les quintes de tout, pardon pour les longueurs, parfois les lenteurs, mais je suis très heureuse d'avoir pu aborder ce sujet. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous et si ça fait écho, si vous avez un avis particulier sur la question. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus. Et puis voilà. Bon libre arbitre à vous. Belles expérimentations terrestres. Prenez soin de vous surtout. Et à très vite. Au revoir.